Bonjour à tous. Nous allons donc débuter cette table ronde sur subsidiarité et collectivité locale. Évidemment, c'est un terme que nous croyons connaître, même si un peu déconcertant pour le grand public. Donc, subsidiarité, on substitue un décideur par un autre. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait dire que chacun s'occupe de ses oignons et la décision sera mieux si elle est prise le plus près possible du terrain et des gens qui sont concernés. J'ai donc le plaisir de vous présenter les intervenants, dont j'ai remarqué que d'ailleurs, ils avaient une caractéristique rare, ils ont tous fait un passage par le privé, l'immobilier, la comptabilité, les transports. C'est assez rare pour être remarqué de nos jours où les politiques ou les influenceurs sont presque systématiquement du secteur public et croient que l'argent tombe du ciel, qui pollue sur le long de contribuables. Et donc, c'est assez intéressant de voir trois contributeurs, trois intervenants. Donc, Madame Christelle Morancé, nous avons tous président du Pays de la Loire depuis 2017. Vous êtes aussi connu pour avoir sabré les subventions dans la culture que des fonctionnaires artistes. Ce que des fonctionnaires artistes ont conçu comme une apocalypse. Et ce qui me permet de dire que tout le monde ne voterait pas forcément pour votre parti ici, mais en tout cas, ici, vous n'avez que des amis à cause de ça, comme vous pouvez le constater. Monsieur Lemay, vous êtes sénateur de l'Essonne et vice-président du Sénat, et vous êtes aussi un théoricien et un praticien de la réduction des finances publiques, ce qui fait que de la dépense. Ce qui fait que vous avez aussi ici que des amis. Et puis, monsieur Jean Colbeffi, vous êtes ingénieur, spécialiste des mobilités, et notamment, vous estimez qu'il faut s'attaquer au totem et au tabou des transports publics. Vous allez nous expliquer un petit peu tout cela dans cette conversation où je rappelle qu'on va essayer d'être court, puisqu'il faut laisser la place à la traditionnelle session des questions-réponses à la fin d'une dizaine de minutes. Donc je commence par vous, Madame Morancé, en vous demandant, mais vous allez intervenir aussi sur cette problématique, comment se servir de la subsidiarité pour réduire les dépenses publiques, sachant que c'est un sujet compliqué, parce que c'est pas parce que la décision est prise plus près du terrain que pour l'instant, que pour autant tout le monde est forcément responsable et ennemi du racisme. Donc comment appliquez-vous ce principe dans votre action de tous les jours et comment voyez-vous la nécessité de réduire les gaspillages et les dépenses? C'est bon? Oui. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, vous m'avez dit d'être courte. Je crois que j'ai 10 minutes. Bon, on va essayer de tenir si vous me faites un petit coup de coude, si jamais je le dépasse. Je vous dirai. Voilà. Bon, je vais vous parler de mon budget parce qu'il a fait un peu de bruit et vous dire un petit peu ce qui s'est passé sur ce budget et pourquoi je l'ai fait et comment je m'y suis prise et puis peut-être un regard sur du court, du moyen et du long terme. D'abord, je suis à la tête de cette région, la plus belle région de France, vous la connaissez tous bien évidemment, la région des Pays de la Loire depuis octobre 2017 et vous l'avez dit à juste titre, avant de faire de la politique, j'ai fait autre chose et j'espère qu'après je ferai autre chose. Ce qui me donne aussi beaucoup de liberté. Je n'ai pas de plan de carrière, ce qui me permet aussi, on va dire, de mettre des choses en place, des actions et notamment d'avoir voté le budget qui a été le nôtre en décembre dernier. Ce qui se passe, le budget de la région, c'est 2 milliards d'euros. Généralement, les équipes administratives préparent ce budget au moment de l'été, et puis on se voit en septembre pour voir un petit peu les orientations. Et le budget de la région, il vient essentiellement de l'État. J'ai peu de recettes, si ce n'est la carte grise. C'est pas avec les recettes de la carte grise que je fais un budget de 2 milliards d'euros. Et donc les recettes viennent essentiellement de la TVA, et donc mes équipes annoncent en septembre qu'il y a une forte baisse de la dynamique de la TVA qui s'élève à peu près pour 2024 à 40 millions d'euros. Je dis ces chiffres parce qu'on a tout entendu sur mon budget, des fake news, des mensonges, des caricatures, tout ce qu'on veut. Et même sur la culture, parce qu'il n'y a pas que la culture, mais j'y reviendrai dans un instant. Donc une recette de moins 40 milliards d'euros, et donc je dis tout de suite à mes équipes, écoutez, compte tenu du contexte politique que vous connaissez tous,
que de la dynamique économique qui n'était pas bonne déjà en septembre. Je dis à mes équipes, prévoyez que 2025, on soit aussi sur une baisse de la dynamique de la TVA de l'ordre de 20 millions d'euros. Donc 40 plus 20, ça fait 60 millions d'euros. Je vous donne volontairement tous ces chiffres-là, mais je vous promets que je vais respecter les 10 minutes. Et donc ils partent pour préparer ce budget qui a forcément des impacts et des conséquences. Mais comme voilà, toute entreprise ou toute famille, quand il y a une baisse de revenus, on fait aussi des efforts. Et puis arrive le nouveau Premier ministre Michel Barnier qui évoque la dette française. Alors la dette française, elle n'est pas arrivée au moment de Michel Barnier, bien évidemment, elle est là depuis quelques années. Et donc il en fait aussi un totem et il dit tout le monde doit participer à cet effort et que je trouve ça totalement cohérent. Et moi je décide de contribuer à l'effort national et de faire un effort donc, de l'ordre de 40 millions d'euros pour participer à la baisse de cette dette. Alors généralement, et la dette des 3 300 milliards de dettes que vous connaissez tous, moi je le dis très clairement, elle est une responsabilité collective. Tout parti politique confondu, droite, gauche en même temps, parce que la facilité, et les collectivités locales. Moi je vous le dis très sincèrement, l'ensemble des associations de collectivités, que ce soit les maires, les départements et même les régions, la facilité quand il y a un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, non, c'est pas nous, c'est l'État et nous, on fait rien. Mais non, on a aussi notre part de responsabilité. Parce que réduire la dette, nous le devons à nos enfants. Et moi, je me suis vraiment saisie de cette opportunité portée par Michel Barnier de dire oui, chiche, on y va. Et j'ai pas fait comme la plupart des collectivités en disant non, c'est pas normal, c'est scandaleux, etc. Et donc là, forcément, quand vous attaquez à 100 millions d'euros, alors c'est pas beaucoup 100 millions d'euros par rapport à l'ensemble de la dette française, mais c'est aussi un signal et ça me semble nécessaire. Et donc là, je me suis attaquée à ce combat et donc personnellement, mon DGS était même surpris. La présidente de région se retrousse les manches et a annulé tous ses rendez-vous et j'ai fait ligne à ligne mon budget. Et ce qui m'a animée dans la préparation de ce budget, c'était, il y a deux colonnes. Il y a l'investissement et de l'autre côté le fonctionnement. Et moi, ce qui était important, c'était de maintenir un haut niveau d'investissement parce que ça, c'est un enjeu économique pour le territoire et c'est le rôle aussi d'une collectivité, notamment et particulièrement le rôle d'une région qui a un rôle un peu à part par rapport à d'autres collectivités, notamment qui doit être stratégique et qui doit préparer l'avenir et donc regarder sur du moyen long terme. Mais la facilité, quand je vous dis tout parti politique confondu, parce que la baisse de recettes, elle n'est pas liée uniquement à la région des Pays de la Loire. Moi, ça représente 100 millions d'euros. Quand je discute avec Hervé Morin, c'était 120 millions d'euros. Dans les Hauts-de-France, 350 millions d'euros, etc. Je ne vais pas vous faire toutes les régions, mais on était tous concernés. Et la facilité d'attaquer justement ces baisses de recettes, c'est d'aller s'attaquer à l'investissement, parce que là, vous n'avez pas de manifestants devant l'hôtel de région. Et c'est ce que font tous les politiques. Ils baissent l'investissement au détriment du fonctionnement, parce que là, vous attaquez vraiment dans le fond. Et donc moi, j'ai voulu garder un haut niveau d'investissement, et même le budget que nous avons voté au mois de décembre, le budget d'investissement est supérieur en 2025 à celui de 2024, parce que pour moi, c'est essentiel de continuer d'investir dans nos lycées, la construction ou la rénovation énergétique de nos lycées, d'investir dans les transports. Je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir, et je pense notamment au RAM de TER, dans la transformation énergétique aussi, de nos cars, etc. Et donc, un haut niveau, et d'accompagner aussi, pardon de le dire, mais c'est pour moi essentiel, notre économie, qui est une compétence forte de la région, notamment dans un enjeu, dans une période où il faut investir massivement sur l'innovation. Et donc, pour moi, c'était essentiel de maintenir justement ce haut niveau d'investissement. Alors, pour attaquer le fonctionnement, là, j'ai pris une ligne à ligne. J'ai fait commission par commission, et je peux vous dire que là, était ma grande surprise. Ma grande surprise de découvrir ce qu'on pouvait financer. Mais des trucs, Alors vous avez aussi les professionnels de la subvention que vous retrouvez dans chacune des commissions. Donc comme généralement dans nos administrations ça ne parle pas beaucoup, moi je travaille pour la transversalité, mais comme ça ne se parle pas beaucoup, donc ils vont émarger dans la commission économique, puis après ils vont émarger dans la commission énergétique, et puis après et ainsi de suite, et donc des subventions à gogo. Et donc j'ai fait ligne à ligne, et la décision qui a été la mienne, ça a été de supprimer toutes les subventions. Alors ça fait beaucoup de bruit. Vous savez, vous m'applaudissez, mais à la suite de cet exercice, je vais vous dire, avec toutes les critiques que j'ai pu avoir et que j'ai toujours, je me dis le reproche qu'on devrait me faire, c'est pas de l'avoir fait avant.
C'est ça. J'aurais dû le faire avant. Je peux vous dire que quand vous découvrez toutes les instances qu'on pouvait financer, je me dis c'est juste pas possible. Et donc le fond, j'ai enlevé toutes les subventions et on ne peut pas m'attaquer sur dire elle a fait des choix politiques, clientélistes. Non, toutes les subventions sans exception. Alors on en a beaucoup parlé sur la culture, parce que là je me suis attaquée à un totem. Voilà, on ne touche pas à la culture. Et si, j'ai touché à la culture, j'ai touché au sport, j'ai touché à toutes les associations qui interviennent sociales et des personnes qui font un travail extraordinaire dans l'écologie, dans l'économie, et c'est là où on a tapé le plus fort, mais on ne les entend pas, ils ne manifestent pas devant l'hôtel de région. Et je l'ai fait, voilà, parce que c'est pas le rôle de la région. Et à la suite de ça, je me suis dit, mais ce pays est shooté à la dépense publique. Mais shooté, quand on voit les revendications que j'ai pu avoir, parce qu'en fin de compte, une subvention, quand vous discutez avec les acteurs qui la touchaient, pour eux, c'est acquis à vie. Acquis à vie. Donc on ne retire jamais. On accompagne à un moment donné, vous voyez, moi dans la région, j'ai poussé pour la création d'un club de TI dans la région des Pays de la Loire. Je les ai accompagnés la première année, la deuxième année, j'ai dit on baisse, et la troisième, vous voulez de vos propres ailes. Là, d'accord, donnez un coup de pouce au démarrage. Et là, non. Donc vous commencez avec ça d'association, mais tous les ans, vous en avez d'autres qui arrivent, et puis après, vous arrivez devant une montagne. Et donc vous servez à subventionner des ETP, et puis personne ne se rend compte de quoi que ce soit. Et donc j'ai tout supprimé. Et aujourd'hui, je ne peux pas y revenir, parce qu'en plus, c'est ce vers quoi je pousse depuis le début de ce mandat, depuis 2021, c'est de sortir du mode guichet et être en mode projet. Et dire que nous, on est autant capables de porter les projets et d'arrêter ce saupoudrage qu'on peut avoir partout, où on sort complètement de nos compétences, d'ailleurs. On sort totalement de nos compétences, des choses j'en ai plein, je ne vais pas tous vous les citer, mais des choses totalement aberrantes. Alors après, forcément, il en faut du courage, parce que je pense qu'ils pensaient tous me faire plier. Je vous le dis très sincèrement. Ils pensaient tous, c'est impossible. C'est impossible que quelqu'un fasse ça. Personne ne l'a jamais fait. Elle va revenir en arrière. Et la pression qui a été exercée, je ne pensais pas que c'était possible. Mais vraiment, je vous le dis, rien ne nous a été épargné. Et je pense à l'ensemble de ma majorité, et je peux vous dire aujourd'hui à la tête de cette région, je suis fière. Fière d'avoir des élus. Alors vous allez me dire, c'est plus facile qu'à l'Assemblée nationale. J'ai une majorité. Et mon budget a été voté au-delà même de ma majorité. Mais quand même, au point de départ, quand j'explique à mes élus, ils me disent « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ?» Personne n'est habitué à ça. C'est le côté facile et qu'on a toujours mis en place. Et en fin de compte, j'ai des élus, je les ai embarqués avec moi, parce que ça, c'est quelque chose aussi d'essentiel pour pouvoir faire accepter, malgré, encore une fois, toutes les attaques aussi personnelles qu'ils ont pu avoir sur les territoires et tout. Et ce budget, il a été voté quand même, je vous le dis, avec 2 unités de CRS devant l'hôtel de région, avec des menaces, avec des photos, voilà, des photos diffusées aussi sur les réseaux sociaux, diffusées aussi devant l'hôtel de région pour pointer du doigt, comme si on avait en face de nous des élus qui étaient irresponsables. Et encore une fois, ça serait à refaire aujourd'hui, je vous fais exactement la même chose. Et ce que je souhaite, c'est que si ça peut en inspirer d'autres, mais je pense qu'avant tout, il faut avoir du courage. Et l'ensemble de ces acteurs, ce que je leur ai dit, c'est aussi de repenser leur modèle. Et qu'il y a un moment, ça doit bien évidemment exercer sur chacun d'entre nous. Et puis d'autres acteurs, je vais les citer, qui ont été assez virulents, bien évidemment, il y a la culture, mais les missions locales. Je ne sais pas si vous connaissez les missions locales. Tout le monde ne connaît pas, ce sont une instance justement sur les jeunes demandeurs d'emploi. Ils s'adressent uniquement à un public jeune. Là, c'est 3 millions d'euros que j'ai supprimés. Et l'objectif, c'est de dire qu'il y a France Travail. Et France Travail, l'objectif, c'est de s'occuper justement de l'ensemble des acteurs et on n'y va pas tranche par tranche. Voilà, ça a été un exercice un peu difficile. Maintenant, juste pour se projeter sur l'avenir, je pense que voilà, si je peux aujourd'hui inspirer d'autres collectivités au niveau de l'État, je pense que c'est nécessaire de ne pas avoir peur de s'attaquer à la dépense publique. Je pense que c'est essentiel. Encore une fois, on le voit dans un contexte extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on vit une période de mutation, transformation, révolution, on l'appelle comme on veut. Mais aujourd'hui, la France n'est pas au rendez-vous. La France n'est pas au rendez-vous parce qu'elle n'a plus les moyens. Parce qu'avec 3300 milliards de dettes, eh bien on va se faire manger par les États-Unis ou la Chine sur les nouvelles technologies, alors qu'on a tout pour réussir, tout pour faire en sorte qu'on soit un leader, on a les meilleurs ingénieurs, on a des vraies pépites sur le territoire, mais on est incapable
de les accompagner. Et donc je pense que la responsabilité aujourd'hui de l'ensemble de la classe politique, c'est justement de baisser ses dépenses pour pouvoir investir massivement, notamment sur notre économie qui fera rayonner l'ensemble des territoires, parce que sans économie, il n'y a pas d'attractivité des territoires, et quels qu'ils soient urbains ou ruraux. J'ai pas été trop long? Non. C'est court, en 10 minutes, comme sur un sujet aussi important. Le journaliste que je suis sait que malheureusement 50 lignes, c'est 50 lignes, et pas 60. Et merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Delahaye. J'avais remarqué une phrase pendant les différentes interventions que vous avez faites, c'était « Aujourd'hui, on ne décide plus, on dépense ». Donc comment voyez-vous les moyens de faire demi-tour, enfin de changer? Écoutez, moi je partage ce que vient de dire Christelle et je salue son courage, parce qu'il en faut quand on est à la tête d'une collectivité pour faire évoluer les choses. C'est vrai que dans la sphère publique, on a tendance à dire qu'un bon budget, c'est un budget qui augmente. Et ça, c'est vraiment assez énervant quand on découvre ça, quand on vient du privé. Moi, j'ai travaillé dans la banque et dans l'audit, et c'est vrai que j'avais qu'une seule conception, c'était gérer avec rigueur. Je l'ai dit souvent à mon opposition, j'avais eu dans mon opposition Mélenchon au début, ensuite j'ai eu ses disciples, et à chaque fois ils disaient « mais vous êtes un comptable, monsieur le maire, ça va pas, la rigueur, c'est pas bon ». Moi je pense que quand on gère l'argent public, on peut le gérer qu'avec rigueur. J'ai toujours tenu ce discours. Alors les économies, moi je suis un petit peu plus âgé, donc j'en ai fait un petit peu avant, mais j'ai été maire pendant 22 ans, donc j'ai travaillé 13 ans dans le privé, 22 ans maire, je suis depuis 14 ans au Sénat. Et c'est vrai que je ne pensais pas forcément faire un parcours complètement linéaire politique, mais bon, ça m'intéressait en même temps de m'impliquer énormément. Et donc j'étais à la tête d'une ville qui s'appelle Massy, qui est 100 millions de budget, c'est pas 2 milliards, 100 millions, et on a connu les baisses autoritaires de dotation de la part du gouvernement Hollande, Valls, à l'époque, il y avait des baisses de dotation considérables. Et moi j'ai dit à mes élus, on va baisser nos dépenses de fonctionnement. Et pas effectivement les dépenses d'investissement. Donc j'ai fait exactement le montant de ce qui nous était retiré en recettes, j'ai retiré en dépenses. Et j'ai retiré partout. Je n'ai pas ciblé spécialement, mais j'ai retiré sur les associations, j'ai retiré sur le personnel. On n'en parle jamais, parce que le personnel, il ne faut jamais en parler. Mais il y a quand même 50% de nos dépenses qui sont des dépenses de personnel. Donc moi, je suis revenu sur un certain nombre d'avantages du personnel. Là, ça a discuté, mais bon, comme je ne payais pas les jours de grève, ça a été quand même un peu plus simple. Parce qu'il vient de discuter tout de suite après le personnel, et puis j'ai fait aussi sur les seniors, sur tout ce qu'on pouvait faire, sur toutes les actions, j'ai grignoté un peu partout. Et ce que j'avais comme principe chaque année, c'est de dire que je ne vote pas de dépenses de fonctionnement qui augmentent plus que les recettes de fonctionnement. Donc et en général plutôt moins. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise, vous êtes plutôt dans la bonne direction. Donc voilà, donc, je pense que c'est faisable. Christelle le montre dans les Pays de la Loire, je pense qu'il faudrait le montrer un peu partout. C'est possible quand même de moins dépenser, et au niveau de l'État aussi. Sauf que l'État ne compte pas de la même façon que nous. Nous on compte, et effectivement on se dit, tiens, moi je me dis, j'ai mes recettes de fonctionnement, je vais faire évoluer mes dépenses moins vite que mes recettes. L'État, qu'est-ce qu'il regarde? C'est les dynamiques. Tout à l'heure, Christelle parlait de dynamique, de baisse de la dynamique, parce que souvent on entend ça. En fait, c'est la baisse de la dynamique, c'est le tendanciel. Vous savez ce que c'est que le tendanciel? C'est l'évolution des recettes, des dépenses si on ne fait rien. Et donc l'État considère que chaque année, c'est 3% à peu près, on a un tendanciel, je dis 3%, ça pourrait être un peu moins. Et donc, l'État considère qu'il fait des économies si il augmente ses dépenses d'un peu moins de 3%. Donc c'est tendanciel. Donc si on augmente de 2%, donc vous êtes en difficulté, vous augmentez quand même vos dépenses, mais vous faites quand même des économies. Vous voyez un peu la logique. Donc c'est parfois difficile à suivre et c'est difficile à expliquer à tout le monde. Mais moi je considère que c'est une très mauvaise façon de compter. Et au niveau local, on ne peut pas compter comme ça. Alors, on parlait de subsidiarité, qu'est-ce qui se passe au niveau local? Moi depuis que je suis élu local, ça fait déjà un petit moment, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la grande nouveauté? C'est qu'on considérait déjà à l'époque, quand j'ai commencé la politique, qu'il y avait trop de structures, qu'il y avait trop de strates, qu'il y avait trop de niveaux. Et qu'est-ce qu'on a fait? On en a rajouté. On a rajouté des structures, c'est les intercommunalités. Hein. Donc je ne dis pas que le travail intercommunal est nul, mais il se faisait avant avec des syndicats qui coûtaient nettement moins cher que toutes les communautés d'agglomération et de communes qu'on a pu créer depuis. Donc moi je plaide pour la suppression de cet échelon, c'est le dernier qui a été créé, ça fait très mauvais. Et
La Cour des comptes a montré que la création de ces structures a entraîné une augmentation de la dépense publique locale. Donc si on veut réduire la dépense publique locale, il faut à un moment donné prendre des décisions assez radicales. Christelle l'a fait, elle a pris des décisions assez radicales, elle prend des critiques derrière, mais je pense qu'il faut avoir le courage de le faire, et à un moment donné, il faudra avoir le courage de revenir. Et le moment donné, c'est maintenant. Je dirais que je plaide pour dire qu'il faut simplifier l'architecture locale. Et si on a des logiques de guichet, c'est aussi parce qu'on a pas mal de niveaux différents et que tout le monde, on a des professionnels qui frappent à tous les niveaux. Donc à un moment donné, il faut, sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Les communautés, parce qu'on va dire, il y a des communautés qui tournent bien. Si elles tournent bien, elles continuent sous la forme d'un syndicat, elles continuent sous la forme d'une commune nouvelle dans certains cas. Mais il faut avoir ce courage-là de s'attaquer à tous les types de dépenses et à réduire aussi, à prendre des mesures de structurelles, je dirais, de façon à ce qu'on ait moins d'échelons. Et c'est de cette façon-là qu'on arrivera à avoir une dépense publique qui sera mieux maîtrisée. Monsieur Claude, vous allez nous expliquer comment, dans les transports et la mobilité, comment s'attaquer au totem. Oui, merci beaucoup de l'invitation, M. Nelson, merci beaucoup pour vos prises de parole. Donc moi, je ne suis pas aussi illustre que ces deux précédentes interventions assez remarquables. Je suis un ingénieur, j'ai travaillé 30 ans dans le privé, j'ai travaillé 6 ans à la métropole de Lyon comme agent public sur les mobilités, et j'ai été 13 ans élu local en commune et en communauté de communes. J'ai d'ailleurs une vision assez différente de votre point de vue. Donc on sait sur l'analyse des mobilités, on sait depuis le travail qui avait été fait en 2017 avec les assises de la mobilité, qu'on a un déficit très important d'offres alternatives à la voiture entre le périurbain, où vivent 40% de la population, et les pôles urbains qui sont les locomotives économiques du pays. Et aussi, on a un déficit de liaison entre des villes moyennes et ces locomotives. Alors pourquoi ce déficit? Pourquoi c'est un déficit? Parce qu'on a un enjeu de carbone. La voiture, c'est le seul secteur dont les émissions ne pèsent pas en France. Et puis on a un enjeu de fonctionnement de nos aires urbaines, et de congestion de ces aires urbaines, donc on ne peut pas tout faire avec la voiture. Et donc, assez logiquement, on se dit il faut effectivement augmenter l'offre, notamment de TER, de trains express régionaux, vers les pôles urbains des grandes agglomérations. Globalement, il faudrait multiplier par 2, voire par 3 l'offre actuelle. La question, c'est comment financer. Et donc, le secteur des transports publics, je trouve que c'est assez archétypal de tout ce qui est décrit aujourd'hui. Au lieu de regarder la colonne dépenses, il va regarder la colonne recettes et il va militer et œuvrer pour augmenter les impôts. Et donc, il l'a fait via un impôt qui s'appelle le versement mobilité, que ceux qui dirigent les entreprises connaissent bien, qui est assis sur le coût du travail, c'est 2% de la masse salariale. Et donc, on a décidé, quand je dis on, c'est le Parlement, les parlementaires ont décidé d'augmenter cet impôt récemment, donc en l'élargissant, qui était limité aux aires urbaines, en l'élargissant à l'ensemble de la France et en l'alourdissant pour les entreprises qui sont dans les villes. Oui, c'est une possibilité, et effectivement, vous avez raison de souligner, il y a quelques conseils régionaux vertueux, pour le coup, qui ont décidé de ne pas l'appliquer. Mais néanmoins, tout ça a été voté assez largement par les parlementaires. Bravo. Vous avez raison. Et donc, le tabou, on passe sous silence quand même un problème d'improductivité du transport public global en France, je dis bien global. Et donc c'est un tabou, c'est-à-dire les tabous, c'est dont il ne faut pas parler, sinon vous vous exposez à de graves conséquences. Vous l'avez mentionné, donc peut-être que je vais prendre des risques aujourd'hui. Aujourd'hui, les transports publics, et notamment les TER, coûtent beaucoup plus cher que l'usage de la voiture à la société. C'est-à-dire que les gains de productivité qu'on attendrait d'un transport massifié, c'est-à-dire que si on met plus de monde dans un mode, c'est pour faire des choses moins chères, on ne les a pas. Et je peux vous dire qu'un récent rapport du laboratoire d'aménagement économie et transport, qui cible les TER, montre que les TER coûtent en moyenne, et je dis bien en moyenne, donc attention aux généralisations excessives, coûtent en moyenne 3 fois plus cher que l'usage de la voiture à la société. 3 fois plus cher. 80% des lignes TER coûtent plus cher que la voiture. 80%. Ça veut dire que 20% coûtent moins cher, et que donc c'est possible. Et on a, je vais prendre l'Allemagne,
des pays où l'usage des TER coûte moins cher que l'usage de la voiture. Donc on a une anomalie française. D'où elle vient? D'où vient-elle? Donc premier totem, le totem c'est ce qu'il ne faut pas remettre en cause, c'est qu'il faut mettre du train partout. C'est le train quoi qu'il en coûte. Donc ça c'est le corporatisme ferroviaire qui vous dit que c'est soit du train, soit rien. Or on sait aujourd'hui qu'on a un certain nombre de liaisons qui sont effectivement totalement saturées, toutes celles qui sont à l'accès aux grandes villes, notamment à Nantes, Angers, qui sont saturées, mais on en a d'autres qui sont absolument pas saturées, voire inoccupées. On a un tiers des TER qui sont au diesel et qui en plus, donc, parce que inoccupés, émettent plus que l'équivalent de la voiture. Donc on dépense des masses d'argent public pour faire rouler des trains qui sont un outil capacitaire insuffisamment rempli. Donc ça c'est le, quoi qu'il en coûte, c'est le premier totem. Je rappelle juste en ville, ce qui est très étonnant, en ville on ne met pas du métro partout. On met du métro là où on a besoin de transporter beaucoup de personnes, sinon on met du tramway, sinon on met du bus. Et le bus n'est pas jugé déshonorant. Donc on pourrait mettre des cars, parfois à la place de train ville, vous mettez des cars, vous en mettez 4 fois plus, vous transportez le nombre de personnes que vous allez à transporter et ça vous coûte 2,5 fois moins cher en termes d'argent public. Le deuxième totem, c'est la concurrence. Ce pays a un a priori négatif vis-à-vis de la concurrence. On a une préférence pour les monopoles, et en particulier les monopoles publics, qui se présentent toujours sur le visage de l'intérêt général, alors qu'en fait, ils défendent leur intérêt. Et le problème du monopole, si vous voulez, c'est qu'il fait payer à la collectivité son improductivité. Je vais vous donner deux chiffres. Un conducteur de TER roule 400 heures par an en France, par an, 1000 en Allemagne. L'Allemagne a mis en concurrence les TER il y a 30 ans. La France, on le fait tout doucement. La SNCF a fait tout ce qu'il fallait pour retarder cette échéance. Et donc, les premiers appels d'offres, dont en Pays de la Loire, que la SNCF a remporté, elle propose un service qui est notoirement moins cher. Notoirement moins cher, 40 à 50% suivant les régions. Ça veut dire que pour le même budget, vous faites rouler 1,5 fois à 2 fois plus de trains. Donc la concurrence, c'est bon pour les fonds publics et c'est bon pour le climat aussi. Voilà, donc ça vient du corporatisme qui s'appuie sur l'État pour faire durer un privilège et faire financer par la collectivité une improductivité. Donc c'était le deuxième totem. Et le troisième totem, c'est la faiblesse de la participation des Français, des usagers, des citoyens au coût de leur transport public. On payait 75% en 1970, 75% des coûts d'exploitation des transports. Aujourd'hui, on est à 25%. J'ai présidé un comité international sur cette question de financement des transports publics, qui a rendu son rapport l'an passé. On est le pays qui faisons le moins participer les usagers au coût de ces transports publics. Donc c'est quand même un souci. Bogota, qui n'est pas une ville riche, la Colombie, c'est pas un pays riche, le rapport recettes tarifaires sur les dépenses d'exploitation, il est de 1. Les gens payent 100% de leur coût. Donc vous voyez, ce n'est pas un problème de richesse, c'est un problème de choix politique. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a introduit le versement mobilité, qui est une taxe sur les entreprises. Alors certes, derrière les entreprises, il y a des hommes, mais les entreprises ne votent pas. C'est leur grand intérêt. Et donc, on finance par une taxe sur le coût du travail une dépense publique et on fait baisser la part contributive de l'usager, le citoyen. C'est en fait, on est dans une déresponsabilisation et ce qui est un vrai problème de liaison, enfin de relation avec le politique. Donc on affaiblit l'appareil productif. Le versement mobilité à Lyon et en Ile-de-France, c'est 7 points de marge des entreprises. Alors, je ne sais pas si tout le monde a en tête ce que c'est. La plupart des élus n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, mais 7 points de marge, c'est juste énorme. Et en fait, c'est ce qui sépare la France, en termes de rentabilité des entreprises, de la moyenne des entreprises européennes. Les entreprises françaises sont les moins rentables d'Europe, donc elles investissent moins, et elles innovent moins, et donc on est dans une spirale tout à fait difficile. Voilà, je terminerai juste. Simone Veil, en 1942, a écrit un texte qui est d'une utilité assez incroyable, et elle disait, voilà, les Français regardent leurs députés et leurs élus comme un être créé pour servir leurs intérêts particuliers. Donc si vous voulez, la centralisation et cette idée que le politique doit s'occuper de tout et tout faire induit le clientélisme qui affaiblit le vivre ensemble, parce que finalement, ce qui compte, c'est de tirer le plus parti de cette manne publique au lieu de se projeter dans des avenirs communs. Donc je pense qu'il y a la France est un pays qui est assez éclaté, qui a du mal à se trouver un destin commun, et je pense que c'est aussi lié à cette tradition centralisatrice
au fait que parfois le politique veut tout faire. La matrice, j'allais dire, politique un peu en France, j'ai été élu, c'est interdire et subventionner. Merci. Merci à tous. On va prendre les traditionnelles questions. On a 5 minutes, puisque commence à être peur. C'est ce que vous disiez. Féliciter, mais surtout, J'ai ignoré que vous aviez une subvention et je vous ai retiré la subvention. Non, ça non, pas du tout, jamais. Par contre, est-ce que vous avez fait des modèles? Parce que quand je vois le nombre de petites mairies de la région des Pays de la Nord, là, il y aurait fort à faire. Surtout quand chaque maire veut faire un cadeau lors de ses élections. Alors, est-ce que vous avez peut-être organisé des équipes dans votre région pour aller voir les maires, les intercommunalités qui ont augmenté d'une façon effrayante les budgets et les fonctionnaires, et finalement, rien ne fonctionne comme c'était prévu, ou en tout cas beaucoup moins qu'on le penserait, avec des dettes. Alors, est-ce que vous envisagez, même prochainement, de faire campagne sur le sujet que vous avez si bien démontré et vous avez eu le courage, surtout, d'agir? Ravi d'avoir quelqu'un de la région. Merci pour votre question et vos propos. Je vous parlais tout à l'heure des attaques qu'on avait pu subir, notamment des bénéficiaires des subventions, mais également des élus. Voilà, je le dis très clairement, ça n'a pas plu ce que j'ai fait parce que forcément, ils se sont sentis aussi un peu ciblés. Donc aujourd'hui, très clairement, je n'inspire pas, et surtout à un an des élections municipales, c'est pas tout à fait dans la tendance, pour être assez cash. Bien évidemment, moi je fais la rencontre des maires régulièrement, et si je peux en inspirer par la suite, j'espère que ça générera des initiatives au niveau local. Mais pour donner un exemple et pour rebondir sur les propos qui ont été tenus juste après moi, il y a vraiment une réforme en profondeur. Il y a un an, Eric Woerth sortait un rapport sur les collectivités, et comme tous les rapports, il est au fond d'un tiroir. Et qu'il y a un moment, alors on parle beaucoup de décentralisation. Moi je vais vous dire, on ne peut pas parler de décentralisation en France quand nos budgets viennent de l'État. On n'est pas autonome. C'est pas comme en Espagne ou en Allemagne. Et donc tant qu'on ne sera pas autonome, on ne peut pas parler de décentralisation. Mais qu'il y a un moment, chacun s'occupe de ses propres compétences. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait tout. Et je vais vous donner un exemple par rapport aux communes. Et là, c'est une réforme en profondeur, mais là encore une fois, il faut du courage. Peut-être d'enlever l'estrade, et je ne m'aventurerai pas entre si on regarde les régions et les départements, bien évidemment. Au niveau des communes, la politique territoriale. Donc encore une fois, l'argent vient toujours du même niveau. C'est l'État, pour les régions, les départements et les communes. Et donc chacun applique une politique territoriale. L'État accompagne les communes sur leurs projets. Les régions accompagnent les communes sur leurs projets. Les départements accompagnent les communes sur leurs projets. Moi, je rencontrais des maires au mois de novembre, et après j'ai dû arrêter parce que c'était par des attaques. Mais un maire s'est exprimé à juste titre et il dit maintenant on porte des projets sur nos territoires, non pas en fonction du projet, mais en fonction du taux de subvention. On marche sur la tête. Donc j'ai combien? 70-80% de subvention sur mon projet, mais c'est même plus l'intérêt général. Il fut une époque, moi je fais beaucoup de terrain, tout le monde voulait sa piscine. Tout ça, c'est un investissement, mais derrière c'est du fonctionnement. Et est-ce que c'est réellement utile? On ne se pose même plus la question. Non, comme je suis subventionné à 80%, j'y vais. Et ça, je pense que, typiquement, il faut arrêter et que l'État donne suffisamment aux communes pour qu'elles puissent porter leurs projets et d'interdire aux départements et aux régions d'accompagner les communes sur leurs projets. Je pense que je suis la seule présidente de région ou dans les présidents de département parce que ça donne soi-disant de la visibilité, mais non. Et tout ça, on oublie de dire, les frais d'instruction. Alors pour la commune qui doit porter, parce qu'évidemment c'est pas le même dossier, ça serait trop facile, on est quand même en France, il faut complexifier les choses. Donc ce qui se passe, c'est que la commune fait un dossier à l'État, un dossier à la région, un dossier pour le même projet au département, et dans chaque instance, il y a des frais d'instruction. Et donc les gens qui sont à payer pour on prend pas, machin, le nombre de pièces, les allers-retours, etc. On marche sur la tête. Donc simplification totale, et que chaque collectivité d'interdire
les collectivités d'aller sur des sujets qui ne sont pas de leur compétence. On a commencé en retard, les 5 minutes, vous voyez ce Christian. C'est pas notre faute, avant, il a pris plus de temps que nous. Non, mais je voulais donner Ça, vous avez parlé du rapport Obert, mais je vais vous donner des nouvelles, c'est qu'on est en train de le traduire actuellement. C'est un rapport, je ne vais pas dire à personne à le voir, lui, il est absolument illisible, c'est quand même une véritable honte technocratique. Ouais. Ensuite, on peut discuter des propositions qui sont dedans, et c'est quand même quelque chose. Bon. On a fait un rapport avec le géographe Jacques Lévy en réponse un peu, en parallèle sur le rapport Obert. Je voudrais quand même rappeler ici quelques points. Ça part des mobilités. Il y a un siècle, on faisait 4 km par jour, aujourd'hui on en fait 40 par jour. Il y a un siècle, on avait 35 000 communes, aujourd'hui on a 35 000 communes. La commune ne correspond plus au bassin de vie des populations. Et ça, on le sait. C'est vrai pour la mobilité, elle est plus pertinente. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour les déchets, j'ai été élu communal. C'est vrai pour l'aménagement du territoire et c'est vrai pour le développement économique. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se dire ce qu'ont fait tous les autres pays au monde, y compris en Europe, au lieu de fusionner les communes pour une certaine échelle, on a créé des communautés de communes pour être un peu plus à l'échelle. Mais comme elles ne sont toujours pas à l'échelle, on a créé aussi des syndicats de communautés de communes, donc les communautés de communes. Tout ça n'est pas élu au suffrage universel direct. Les enjeux essentiels dans les élections municipales que sont la politique de logement, la politique de mobilité, la politique d'aménagement, d'urbanisme et de développement économique ne sont jamais traités dans les élections municipales. Donc le problème, ce n'est pas les intercommunalités, le problème, c'est le nombre de communes. Voilà. Il faudrait qu'on ait un gouvernement des aires urbaines qui soit un peu plus fort face à des régions fortes et autonomes fiscalement. Je crois que c'est le vrai sujet. Les locomotives économiques dans tout pays moderne, c'est les villes. Il ne faut pas les affaiblir, il faut les renforcer. Et je note que ceux qui veulent supprimer les intercos, ils sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite. C'est pas mon cas. On va soyez très bref sur les questions, s'il vous plaît, parce qu'on n'y va pas forcément en avance. Pas aujourd'hui d'avoir des fiscalités en fonction des collectivités territoriales, parce que le problème, c'est quand même la péréquation. Qui veut répondre? La péréquation existe déjà. On a quand même des grosses péréquations dont on ne fait d'ailleurs aucune évaluation. Comme toujours en France, on crée des choses, il n'y a aucune évaluation nulle part. Donc vous savez, les études d'impact sur les lois, elles sont nulles. Et quand vous cherchez un chiffre dans les études d'impact, vous ne les trouvez pas. Et quand on évalue une politique, donc aujourd'hui, l'Île-de-France, par exemple, moi je suis élu d'Île-de-France, on verse beaucoup pour la péréquation. Mais on ne sait pas très bien où ça va. Pardon, c'est pas ça votre question? J'ai pas compris la question. J'avais compris la péréquation. Entre collectivités? Oui, bien sûr, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal, mais on est allé complètement à l'inverse depuis des années. Donc on en est très très loin. Mais c'est vrai que dans l'idéal, ça serait ça. Je ferai remarquer que la péréquation, qui est en fait un autre nom du socialisme, a été constitutionnalisée et on peut remercier M. Jacques Chirac. Bonjour. Dernière question. Oui, bonjour. Madame la Présidente, quand vous écoutant, vous devriez être d'accord si ce qui avait été préconisé par Sarkozy, et qui m'avait beaucoup plu, et je pense que par moi, beaucoup de Français, dans le cadre des réductions, c'est la réduction du millefeuille. Et la fameuse réduction du millefeuille, c'était la fusion entre département et région. Parce qu'il y a des doublons qui se font à ce niveau-là, ils sont incroyables. En plus, alors je ne suis pas contre les élus, j'ai été élu moi-même d'une commune, mais on gagnait aussi en nombre d'élus de manière phénoménale. Donc ça, est-ce que ça, c'est une question qui pourrait revenir dans les programmes de l'avenir? Alors, je partage totalement. C'est le conseiller territorial, notamment dans le rapport Woerth, même s'il était techno, il y a quand même quelques idées, notamment il fait référence au conseiller territorial, où l'élu qui siège aussi bien au département qu'à la région. Voilà. Et là, pour abonder aussi par rapport à ce qui a été dit au niveau des réformes, la réforme de la loi NOTRe et notamment des grandes régions, ça n'a pas été non plus source d'économie. Et quand on veut avoir de la proximité, et quand j'échange avec Alain Bousset, qui est mon voisin du bas, avec la Nouvelle-Aquitaine, qui est immense, on ne peut pas avoir de la proximité. Donc les grandes régions, ça ne va pas donner coup à l'économie. Et puis en effet, il faut aller, là il faut encore une fois du courage, parce qu'il y a des voix, et notamment encore une fois au niveau des élus, mais du
courage politique pour justement sortir de ce millefeuille. Et donc l'enjeu de remettre sur la table le conseiller territorial, en tout cas, je suis favorable. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Sénateur, merci Monsieur.